Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veritas Gallica. À l'heure qu'il est, vous avez sûrement déjà tous vu les vidéos en provenance de Ceuta montrant des vagues de migrants, en réalité des envahisseurs, on y reviendra, déferlant sur la ville. Entre le 30 et le 31 juillet 2026, ce sont entre 50 et 70 000 Marocains, selon les différentes sources, qui se sont rendus en masse sur la ville de Ceuta, passant allègrement la frontière moyennant une petite nage et non pas évidemment les 8 heures de traversée ridiculeusement soutenues par les médias de gauche. La plupart de ces soi-disant migrants venaient depuis la ville marocaine de Fnidek, limitrophe de Ceuta, une ville espagnole comptant entre 83 et 84 000 habitants. L'afflux total représente donc jusqu'à 70 à 85% de la population de la ville. Pourquoi cette soudaine vague migratoire ? Personne ne le sait vraiment. Plusieurs hypothèses sont émises de toutes parts, allant d'une ingérence américano-israélienne à une tentative de déstabilisation marocaine sous fond de revanche en lien avec les relations diplomatiques entre l'Espagne et l'Algérie. Toujours est-il qu'il paraît évident quand on regarde les images qu'il y a eu d'une part un appel d'air et d'autre part un laissez-passer tant de la part des autorités marocaines que des autorités espagnoles. On a vu sur des vidéos des camions contenant des Marocains sous l'appui direct de la police marocaine. Quelle que soit donc l'hypothèse correcte sur les commanditaires de cette vague, il est évident que le Maroc était à la manœuvre, au moins en partie. Et puis évidemment, comme dans absolument toute invasion, il ne faut pas sous-estimer l'influence des gauchistes, éternels traîtres à leur nation, qui ouvrent les bras, et parfois plus, aux migrants. C'était déjà le cas lors des invasions islamiques en Andalousie. Les principaux responsables étaient les traîtres de l'intérieur. Tâchons de nous en souvenir. D'ailleurs, c'est assez cocasse, car cette traîtrise prend souvent la forme d'une jeune femme. On voit par exemple sur les vidéos pseudo-humanitaires beaucoup de femmes participer à l'effort d'accueil des migrants. Serait-ce en lien avec les caractéristiques de ces migrants, à savoir quasi exclusivement de jeunes hommes ? Qu'en serait-il si, au lieu de jeunes Marocains, nous étions en face d'une vague migratoire de jeunes femmes marocaines ? Est-ce que nos amis gauchistes auraient le même entrain à les accueillir les bras ouverts ? Au-delà de l'ironie, c'est un vrai sujet qui pourrait faire l'objet d'une analyse approfondie sur les ressorts féminins de cette action humanitaire. Mon hypothèse, sans trop creuser la question, est que les femmes infantilisent le migrant qu'elles voient comme un petit garçon sans défense. D'un autre côté, elles voient également en lui un rival potentiel pour les autres hommes qui devront donc rivaliser d'ingéniosité dans la rivalité sexuelle. Elles seront l'objet d'une farouche compétition dont elles pourront tirer parti à la fois sur le plan moral et sur le plan matériel. D'un autre côté, si les migrants étaient des femmes, alors ce serait l'inverse. Elles ne pourraient pas les infantiliser et ces jeunes femmes constitueraient même une menace directe pour la compétition sexuelle. Donc je pense que consciemment ou inconsciemment, l'action humanitaire des femmes envers les migrants n'est pas motivée uniquement par leur utopie, mais par des ressorts profonds plus terre à terre et bien moins vertueux et désintéressés qu'elles ne se l'imaginent. En Europe, les médias se sont emparés de l'affaire. Comme d'habitude, la logique à gauche s'articule en plusieurs étapes. Première étape, nier le phénomène. Dans un premier temps, on parlait d'une théorie d'extrême droite, que ce n'était pas un phénomène si massif qu'on veut bien le faire croire. On parlait alors de quelques centaines de migrants chez France Info. Deuxième étape, on accepte l'ampleur du phénomène, mais on minimise les conséquences. Ce sont des migrants, non pas des envahisseurs. Ils tentent juste de quitter leur pays pour une meilleure vie en Europe. Ne vous inquiétez pas, la majorité d'entre eux reviendront très vite dans leur pays d'origine. Troisième étape, on critique la récupération politique, dans le seul but de renverser l'accusation vers la méchante extrême giga-droite sur un ton quasi complotiste. On a le droit d'être complotiste à gauche, aucun souci. Enfin, dernière étape, on transforme totalement le récit pour en faire un drame humanitaire, appelant les Européens à se mobiliser pour accueillir ces pauvres migrants, victimes de la pauvreté de leur pays d'un côté et de la méchanceté des Européens racistes de l'autre. On s'appuie alors sur une caractéristique mentale des populations dont je vous parlerai régulièrement sur cette chaîne, leur capacité à passer sur deux modes, le mode intimidation et le mode victimisation, suivant s'ils sont dans une position de force ou non. Ainsi, quand ils entrent sur le sol de Ceuta, c'est en vainqueur, par la force du nombre. Ils revendiquent alors leur présence et intimident les autochtones. En revanche, quand les autochtones réagissent, que les envahisseurs sentent le vent tourner, on repart sur une stratégie de victimisation, la queue entre les jambes. Et ça, les médias de gauche et les centristes en raffolent.
On s'imaginait que le paradis se trouvait derrière la clôture. On a franchi la clôture et on s'est retrouvé en enfer. Nous voulions acheter à manger, mais tous les magasins nous ont fermé leurs portes au nez, nous obligeant à rester affamés jusqu'à ce que nous partions. Mais Dieu soit loué, rien ne vaut la terre natale. Et vive le roi. J'ai découvert la ville et son ambiance et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de racisme. Franchement, à Ceuta, j'ai vu des formes d'oppression que je n'avais jamais observées auparavant, je le jure. J'ai vu des armes, chose que j'avais jamais vue de ma vie. On ajoute quelques images de petits enfants et la boucle est bouclée. Et même, cerise sur le gâteau, on invoque les éternels mineurs isolés de 46 ans et demi qu'il s'agit évidemment d'accueillir sans condition. Il faudrait être un monstre inhumain pour ne pas dire oui, n'est-ce pas? À l'heure où cet État, traître à la nation, a voté un texte nous obligeant bientôt à renseigner notre identité sur les réseaux sociaux, n'est-il pas assez paradoxal qu'on ne cherche jamais à imposer des vérifications systématiques pour les migrants se prétendant mineurs isolés afin de détecter des fraudes? C'est un secret de polichinelle, les migrants sont informés, généralement par des organisations humanitaires, elles-mêmes qui trahissent la nation, des lois du pays et de la protection des mineurs en France. Ils savent qu'il n'y aura pas de vérification et qu'ils pourront simplement se présenter comme mineurs pour que la France les accepte sans aucune condition. Bon, et du côté marocain, comment est-ce qu'on justifie cette vague migratoire? Eh bien, on avance que Ceuta serait une enclave coloniale de l'Espagne et que la ville appartient en réalité au Maroc originellement. Sauf que, historiquement, c'est complètement faux. Ceuta n'a jamais fait partie de l'État marocain. Le royaume du Maroc moderne n'existe juridiquement que depuis son indépendance en 1956. Toutes les revendications marocaines sont donc postérieures à cette date et reposent sur des arguments géographiques, démographiques ou même idéologiques, mais non pas sur une souveraineté historique antérieure. Remontons donc le temps pour détruire méthodiquement cet argument complètement bidon d'une ville marocaine prise par les méchants espagnols. Dans l'Antiquité et au Haut Moyen-Âge, la ville fut successivement carthaginoise, romaine, byzantine, puis intégrée au royaume wisigoth d'Hispanie. Elle relevait administrativement de la péninsule ibérique bien avant l'arrivée de l'islam. Après la conquête arabo-berbère du VIIIe siècle, Ceuta passa sous le contrôle de différentes dynasties, Idrissides, Omeyyades de Cordoue, Almoravides, etc. Même dans les périodes où elle fut liée à des pouvoirs du Maghreb, elle ne fut jamais une possession stable et exclusive d'un État marocain unifié, qui n'existait évidemment pas. En 1415 a eu lieu la conquête de Ceuta par le Portugal, via roi Jean Ier avec le prince Henri le Navigateur. C'est le début de l'extension ultramarine portugaise. Ceuta restera portugaise d'ailleurs pendant plus d'un siècle et demi. En 1580 a eu lieu l'union des couronnes d'Espagne et du Portugal sous Philippe II. Ceuta passe alors sous l'autorité de la monarchie hispanique. En 1640, le Portugal se révolte et retrouve son indépendance. Les habitants et les autorités de Ceuta choisissent librement de rester fidèles à la couronne espagnole. En 1668, date très importante, a eu lieu le traité de Lisbonne entre l'Espagne et le Portugal. Le Portugal reconnaît officiellement et définitivement la souveraineté espagnole sur Ceuta. C'est la date clé car depuis 1668, la souveraineté espagnole est continue et ininterrompue. Entre 1694 et 1727, il y a bien eu un siège assez long, donc 33 ans, mené par le sultan Moulay Ismaël, mais Ceuta résiste et reste quand même espagnol. Au 19e siècle, il y a eu plusieurs traités, et notamment le traité Ouadras de 1860 après la guerre d'Afrique. Et ces traités confirment et précisent les limites de Ceuta. Le Maroc reconnaît alors de fait la présence espagnole. En 1956, c'est l'indépendance du Maroc. Ceuta et Melilla seront explicitement exclus du processus de décolonisation. L'Espagne les considère comme des parties intégrantes de son territoire national et non pas comme des colonies. Donc, autrement dit, les seuls moments où cette ville fut autre qu'espagnole ou portugaise, c'était dans le cas des conquêtes islamiques. Donc soyons clairs, les Marocains qui nous disent aujourd'hui qu'il faut entre guillemets rendre le territoire aux Marocains sont des menteurs et veulent en réalité refaire une opération de conquête. Et nos patriotes franco-marocains, qu'en disent-ils ? Vous voulez rajouter quelque chose rapidement, Naïma, puis on va voir les réactions politiques. On ne peut pas, effectivement, avec cet appel d'air, demander au Maroc d'être le gendarme des frontières de l'Europe.
D'autant plus que, et encore une chose aussi, M. Pedro Sanchez, progressiste, qui est pour la décolonisation, etc., doit aujourd'hui entamer des négociations avec le Maroc pour rendre Ceuta et Melilla au Maroc, qui sont des territoires marocains où il y a des rifins, des jbala qui y vivent, donc, et qui sont dans la continuité du reste du Maroc. Donc aujourd'hui, il faut arrêter, puisqu'ils se vantent d'être progressiste encore une fois et d'être dans ce mouvement décolonialiste. Je voudrais qu'on regarde les réactions politiques. On en a. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. C'est pratique. Oh, ils s'embêtent pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Bon. Ah, eh bien, étrangement, nos amis pseudo-assimilés défendent les intérêts du Maroc et sont pour le fait de donner cette ville au Maroc. Quelle stupéfaction, dites donc. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait, de la bêtise de la double nationalité et du réel double jeu de beaucoup de Maghrébins pseudo-assimilés à la France, mais en réalité profondément enracinés dans leur pays d'origine. Ce n'est pas un reproche dans ma bouche, il est bon d'avoir des racines, mais cessez de vous prétendre français, car lorsqu'il s'agira de choisir quels intérêts vous défendrez entre la France et votre pays d'origine, on voit clairement où se placera votre allégeance. Donc ceux qui défendent aujourd'hui la position d'une ville qui reviendrait au Maroc sont dans une logique de conquête, ni plus ni moins. Car je le répète, les seules fois où cette ville ne fut pas européenne, ce fut lorsqu'elle était sous domination d'empires islamiques venant conquérir l'Europe. Et les migrants, au moins en partie, sont conscients de cette dimension historico-religieuse et sont aussi dans une logique de conquête, comme lorsqu'ils parcourent les rues de la ville en criant la Shahada, la profession de foi islamique, comme le faisait l'Empire islamique lors des conquêtes. Sind total chaotisch. Es gibt eine verletzte Person, scheinbar verletzt, die zitternd auf dem Boden gelegen hat. Die ganze Masse hinter mir klagt sie jetzt in Decken in Richtung der Stadt. Das Militär schaut einfach überfordert zu, kann überhaupt nichts machen, weil es zu viele sind. Unter Allahu Akbar rufen, laufen wir jetzt hier also wieder in Richtung Zentrum. Cette même logique de conquête était présente lors de la Coupe du Monde de 2022 avec une ascension spectaculaire du Maroc au cours de la compétition. La victoire du Maroc sur la Belgique a dégénéré en émeute urbaine à Bruxelles, notamment avec des scènes de violence qui avaient choqué le public, en particulier cette scène où des Marocains sont venus arracher le drapeau belge d'une habitante d'un immeuble. Les actions menées, violence, pillage, furent une démonstration de force au relent de conquête islamique absolument évident. Pourtant, la majorité des émeutiers étaient de nationalité belge, me direz-vous. Mais comme toujours, la nationalité n'est qu'administrative. Ces jeunes sont avant tout des Marocains. Ils le resteront et leur descendance restera attachée au Maroc et à l'islam. Ils ne sont belges que lorsqu'il s'agit d'appliquer la logique victimaire ou pour infiltrer les sphères patriotes. Et quand le Maroc avait gagné contre l'Espagne, on a vu un joueur marocain partager sur son réseau social une image dont l'imagerie ne faisait aucun doute. Il s'agissait d'un acte de conquête islamique, un retour de l'invasion de l'Andalousie. Et ça illustre exactement ce que je vous disais tout à l'heure sur les deux modes de pensée. Quand ils sont dans une position de force, ici une simple victoire de foot, et en supériorité numérique, comme lors des émeutes de rue, alors ils sont dans un mode de revendication claire d'une conquête et d'une volonté de domination revancharde. En revanche, lorsque le Maroc est éliminé, que la pression redescend, que la police reprend plus ou moins le contrôle des rues, ces mêmes Marocains rebasculent dans le mode victimaire, car ils agitent là les deux défauts de l'Europe et de la France en particulier, le laxisme total d'un côté et la glorification de la victime de l'autre côté. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur le sujet de Ceuta, des revendications de conquête assumées et un retour de la logique victimaire en fonction de la position de force ou de faiblesse. Les images que nous avons eues devant nos yeux, ne nous y trompons pas, sont des images de conquête et d'invasion de territoire. Une démonstration de force ponctuelle peut-être sur un instant T, de la porosité et de la faiblesse de l'Europe avant une vague bien plus grande, bien plus organisée et armée.
Ne soyons donc pas dupes, l'histoire se répète et les velléités de conquête de la part des pays musulmans ne sont pas éteintes et ne le seront jamais. Les ressortissants de ces pays que nous accueillons massivement en France nourrissent en eux et dans le cerveau de leurs enfants cette même logique de conquête revancharde qui consiste à leur faire penser que la France leur a tout pris et qu'il est logique qu'en retour ils envahissent la France et qu'ils lui prennent tout. On me reprochera de faire un amalgame, de généraliser. Mais ma position en tant que catholique français est simplement la même que Saint Charles de Foucault à l'époque, qui côtoyait lui-même les populations musulmanes sur le territoire marocain actuel et qui disait, je cite, « Le sentiment national ou barbaresque s'exaltera dans l'élite instruite. Quand elle en trouvera l'occasion, par exemple lors de difficultés de la France, au dedans ou au dehors, elle se servira de l'islam comme d'un levier pour soulever la masse ignorante et cherchera à créer un empire africain musulman indépendant. » Ou encore, des musulmans peuvent-ils vraiment être français? Exceptionnellement, oui. D'une manière générale, non. Plusieurs dogmes fondamentaux musulmans s'y opposent. Avec certains, il y a des accommodements. Avec l'un, celui du Mehdi, il n'y en a pas. Tout musulman, je ne parle pas des libres penseurs qui ont perdu la foi, croit qu'à l'approche du jugement dernier, le Mehdi surviendra, déclarera la guerre sainte et établira l'islam par toute la terre, après avoir exterminé ou subjugué tous les non-musulmans. Dans cette foi, le musulman regarde l'islam comme sa vraie patrie et les peuples non-musulmans comme destinés à être tôt ou tard subjugués par lui ou par ses descendants. S'il est soumis à une nation non-musulmane, c'est une épreuve passagère. Sa foi l'assure qu'il s'en sortira et qu'il triomphera à son tour de ceux auxquels il est maintenant assujetti. La sagesse l'engage à subir avec calme son épreuve. Ils peuvent préférer telle nation à une autre, aimer mieux être soumis aux Français qu'aux Allemands, parce qu'ils savent les premiers plus doux. Ils peuvent être attachés à tel ou tel Français comme on est attaché à un ami étranger. Ils peuvent se battre avec un grand courage pour la France, par sentiment d'honneur, caractère guerrier, esprit de corps, fidélité à la parole, comme les militaires de fortune des XVIe et XVIIe siècles. Mais d'une façon générale, sauf exception, tant qu'ils seront musulmans, ils ne seront pas français. Ils attendront plus ou moins patiemment le jour du Mehdi, en lequel ils soumettront la France. Donc encore une fois, ne soyons pas naïfs. À l'analyse politique doit obligatoirement s'ajouter l'analyse religieuse du phénomène pour y apporter une réponse adaptée. Prions pour les peuples européens, espagnols en particulier, afin qu'ils ne cèdent pas à la lâcheté et à la traîtrise comme ce fut le cas pour la période d'invasion à l'Andalouse. Qu'ils soient au contraire renforcés par la foi et conscients de ce qu'il se passe, répondant à l'invasion qui veut la fin de l'Europe chrétienne ou du moins de ce qu'il en reste. Que le Seigneur leur ouvre les yeux, les renforce et fasse d'eux d'authentiques défenseurs de la foi catholique. Cœur sacré de Jésus, sauvez la France.